Ok. Bonsoir Denis. Écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation d'Espace Marx dans Parole de salariés. Et j'espère qu'on va beaucoup apprendre de ta part sur ce secteur d'activité dont on ne parle pas d'ailleurs très souvent, y compris dans les médias et autres. Donc, écoute, Denis, présente-toi et on va passer un moment ensemble et ensuite je te poserai quelques questions. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Oui, donc moi je travaille dans les travaux publics. Je suis en bureau d'études. L'entreprise dans laquelle je travaille, c'est Santé en Aquitaine. C'est une entreprise d'électricité qui appartient au groupe Vinci. C'est une des 800 filiales en électricité de Vinci Énergie en France. Une des 800 filiales, on est 32 000 salariés et avec de toutes petites entreprises, la mienne, on est à peu près 50 salariés à Bruges, près de Bordeaux. Je suis en bureau d'études, donc notre entreprise, pour me situer professionnellement, fait plusieurs activités. Donc, on travaille en tertiaire, on fait notamment des bureaux, on travaille dans la défense, sur les bases aériennes, on travaille sur le transport. Bon, ça peut nous arriver à faire des chantiers comme les aires d'autoroute, les péages d'autoroute, on a fait le pont Bacalan. On travaille aussi dans l'environnement, mais spécifiquement dans les stations d'épuration. Donc, on est une des rares entreprises Santerne qui est de Vinci qui est polyactivité. Ça aussi, c'est dû au combat syndical qu'on a mené depuis des années, parce qu'il y a un risque avec une entreprise qui n'a qu'une activité ou qu'un client, évidemment, que si l'activité ou le client partent, eh bien, elle ferme. C'est ce que généralement Vinci fait avec ses entreprises, dans- notamment dans l'énergie. Voilà pour ma profession. Donc, ouais, ce qu'on dit, enfin, technicien, moi je suis technicien d'études, mais ça va aussi bien du chiffrage au suivi de chantier jusqu'aux mises en service. Bon, mettons, j'ai suivi, moi, le dernier gros chantier que j'ai suivi, c'était le pont Bacalan. Un chantier passionnant parce que c'est que des choses dont on n'a pas trop l'habitude de voir. C'est grosso modo, c'est une machine industrielle sur un bâtiment qui n'est pas prévu pour, donc c'est très intéressant. Voilà. Autrement, je suis aussi, bon, évidemment, secrétaire du CSE enfin, évidemment, non, c'est pas évidemment, parce que c'est les élections qui décident, secrétaire du CSE dans mon entreprise et représentant syndical CGT. J'ai quitté depuis peu des responsabilités syndicales au niveau du groupe Vinci. Donc, depuis le mois dernier, j'étais représentant syndical de Vinci. Je le suis plus, tout simplement parce que ça me faisait beaucoup, parce que j'ai aussi comme principale activité euh, l'animation et le secrétariat de la région Nouvelle-Aquitaine au niveau de la construction bois-ameublement. Donc, pour la CGT, ce qui me donne beaucoup, beaucoup de travail, qui faisait avec Vinci une tâche un peu trop énorme. Donc, moi, je vais vous parler évidemment du secteur de la construction, du bois et de l'ameublement en Nouvelle-Aquitaine. Alors déjà, au niveau, j'oserais dire, sentimental, euh, la construction a une particularité, notamment le BTP, c'est que sur les chantiers, il y a une culture de la solidarité entre les travailleurs, plus que sur les chantiers, on doit tous être solidaires les uns des autres, et donc il y a euh, un une véritable solidarité. Moi, justement, dans mon entreprise, c'est lorsque quelqu'un est embêté, ils appellent le collègue au téléphone pour trouver des solutions, pour avoir un coup de main. Enfin, ça se fait en dehors des directions. C'est vraiment une culture de la solidarité propre à nos métiers, quoi. C'est l'habitude, j'oserais dire, de ces métiers durs où, où les gens ne se plaignent pas et ça pose d'autres problèmes. On verra tout à l'heure quand on parlera un peu de tout ce qui est santé-travail et de la sécurité sur les chantiers. Ça pose d'autres problèmes, c'est qu'on n'entend jamais les salariés du BTP se plaindre, et ça, c'est aussi, ça nous porte tort à nous, salariés de nos métiers. Euh, voilà, donc là, oui, je vais essayer de développer d'abord de vous présenter un peu ce qu'est le secteur de la construction en Nouvelle-Aquitaine. Ce qui est
la construction, je ferai une petite aparté sur le bois meublement. Après, je vous parlerai un peu des enjeux euh, au niveau de la construction et enjeux au niveau de l'environnement, de ce qu'il faudrait que la cité de demain soit faite, de comment elle devrait être pensée, comment elle devrait être réalisée, avec quoi elle devrait être réalisée et comment. Euh, et en dernier, je vous parlerai d'un combat qu'on mène et qui est aussi, enfin, qui a un lien aussi avec ce qui se passe sur la réforme des retraites, c'est sur la pénibilité et que nous, on lie à la dangerosité de nos métiers, puisqu'on a plus d'un mort par jour travaillé, ce qui est une hécatombe silencieuse. Voilà, donc la construction en Nouvelle-Aquitaine, c'est près de 130 000 salariés dans le BTP. Dans le BTP, 130 000 salariés, dont à peu près 40 000 salariés qui travaillent dans la maçonnerie euh, avec euh, en second emploi les industries, j'oserais dire, les entreprises d'électricité, et troisième, tout ce qui est chauffage climat. Euh, c'est un peu ça l'image du BTP. Cela représente à peu près 9% du salariat en Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est un secteur qui est quand même très important au niveau, au niveau salarial, tout en sachant qu'en plus, dans l'effectif, enfin, qui n'est pas compté dans ces 9%, il y a une forte partie qui est intérimaire, enfin, notamment les travailleurs intérimaires. Voilà. La construction en Nouvelle-Aquitaine, c'est ça. Mais bon, moi, le secteur que je m'occupe, c'est construction bois meublement. On a aussi enfin, euh, au niveau construction, on a aussi tout ce qui est architecte, tout ce qui est carrière matériaux, enfin tout ce qui est lié à l'acte de construire. À l'acte de construire, donc il y en a aussi tout ce qui est construction bois, mais ouais, ça va beaucoup plus loin puisque ça va jusqu'à certaines usines de fabrication de panneaux ou voire de portes, de fenêtres. On a aujourd'hui, hélas, un mauvais exemple qui est en train de se passer sur la région avec l'entreprise Formarty à Bazas qui, aujourd'hui, ça a été annoncé au CSE, n'a plus de repreneur, donc qui risque de fermer avec 170 emplois à la clé, tout simplement trahi et, euh, et vidé par son actionnaire, puisque aujourd'hui, il n'y a plus d'argent pour acheter la matière première, mais il n'y a plus d'argent pour payer les salaires et pas de repreneur, donc ça va être une catastrophe sur Bazas. Euh, voilà, donc économiquement, le secteur de la construction fait vivre des pans entiers de population, fait vivre des villes et des villages, et c'est important économiquement, c'est important socialement, et c'est important aussi pour la cité dans son ensemble et de ce qu'on veut faire de la cité de demain. Euh, voilà, donc un peu une présentation globale de nos métiers. Euh, on a aussi toute la partie travaux publics qui est aussi très importante. Bon, puisque travaux publics, c'est nos routes, c'est certains ouvrages d'art, c'est tout ce qui est acheminement de l'électricité, c'est bon, c'est l'eau, c'est beaucoup euh, j'oserais dire, presque de professions qui devraient être presque des services publics, puisque, c'est vraiment c'est le service à la population par ces ouvrages, quoi. Bon, privé depuis toujours et depuis un certain nombre d'années, sauf à l'époque où la SGE était a été dans un laps de temps très court nationalisée. Voilà pour la présentation de nos métiers. Évidemment, on a aujourd'hui, comme beaucoup d'entreprises, des problèmes de recrutement, mais parce que le personnel s'en va, tourne, ou le personnel change de métier, tout simplement du fait qu'on a des salaires qui sont pas très très hauts.
dans nos professions du fait qu'il y a une certaine pénibilité que bon, je développerai tout à l'heure. Voilà, donc aujourd'hui, on est beaucoup d'entreprises ont des situations un peu difficiles pour enfin, pouvoir faire leur chiffre d'affaires et pouvoir répondre à leurs commandes parce qu'on est beaucoup en manque de personnel, mais dont la responsabilité, c'est les seules entreprises elles-mêmes. Voilà. Euh, donc, oui, nos emplois, nous, on a dans notre fédération, donc la FNSCBA, Fédération nationale des salariés de la construction bois meublement, on travaille depuis notre dernier congrès sur ce qu'on appelle la cité de demain. Euh, Plus que toutes les entreprises et tous les salariés du bâtiment œuvrent, j'oserais dire, à la construction des logements, à la construction des édifices publics, euh, à la construction des routes, bon, l'apport de l'eau et de l'électricité. Donc tout ça, c'est vraiment important dans le développement des villes, dans l'aménagement du territoire. Et ça doit être nous, on le dit, prise en compte dès le départ. C'est-à-dire que la cité de demain, nous, on la voit, on dit écologique, sociale, euh, et, sociale et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs façons de voir, de réfléchir à la construction. Aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ben, on a ou des grands groupes ou des grosses entreprises qui vont essayer de déposer des permis de construire, de déposer des projets tout simplement à des fins mercantiles sans se soucier de quels services publics vont être mis en place sur le territoire, quelles sont les routes et les accès qu'il faut, est-ce qu'il y a un hôpital pas loin, est-ce qu'il y a du train, etc. Non, non, on construit, on construit, on construit. Et après, à la collectivité en prendre en charge un peu le développement de ces des services autour des services autour. Alors bon, ça veut dire aussi qu'on a certaines constructions qui sont pas du tout pensées pour les gens. Elles sont pensées pour faire de l'argent, mais elles sont pas pensées pour les gens. Et ça pose pas mal de soucis. Et si à Bordeaux, là, les dernières constructions qui sont faites, qui ont été faites et qui ont été vendues là, derrière le pont. Le pont Saint-Jean, dès les premières chaleurs, les gens se sont plaints que c'était une fournaise, que c'était invivable parce que on a fait ça pour vendre du logement et du mètre carré. On n'a pas fait ça pour qu'il y ait des gens qui habitent à l'intérieur de façon confortable, de façon écologique. Ça veut dire que s'il fait trop chaud, il va peut-être falloir climatiser, qu'il va falloir que les gens euh, dépensent plus d'énergie. Enfin, en fin de compte, à la base, voilà, c'est pas du tout pensé pour que des gens vivent normalement et de façon, euh, j'ose dire, même écologique et que ça ne coûte pas trop cher. Alors oui, c'est un vaste programme, hein, mais j'oserais dire, on est autant sur, quand on parle de ce genre de développement, on est autant sur le politique que le syndical, parce que c'est vraiment penser notre société, quoi. C'est, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire de notre société? Euh, c'est essayer de réfléchir. Alors bon, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les constructions, les citoyens ne sont pas du tout, sur la mise en place d'une chausserie, d'un nouveau quartier, etc. Les citoyens ne sont pas du tout consultés à la pensée, à la réflexion sur la mise en place de quartiers, de bâtiments, etc. Et c'est bien dommage parce que je pense que ça doit être dès le début que les gens doivent prennent à être consultés, doivent réfléchir avec les entrepreneurs, avec les architectes sur qu'est-ce que doit être le quartier, sur les aménagements qu'il faudrait, voilà. Donc aujourd'hui, on met un immeuble, on le pose là, et puis ben, après, les gens se débrouilleront pour essayer d'avoir des services ou pas, et c'est un peu dramatique. C'est comme ça qu'on s'aperçoit que bon, on a sur Bordeaux tout un tas
de gens qui vont à l'extérieur parce que c'est compliqué d'avoir un emploi sur Bordeaux et au prix que c'est avec ça. Enfin, voilà, on casse le réseau de transport, on casse tout parce que aujourd'hui, il n'y a rien qui réfléchit, il n'y a rien de structuré. Voilà, il y a vraiment des plans à mettre en œuvre là-dessus. Alors, on dit aussi que la cité de demain doit être écologique. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, moi, je travaille chez Vinci, donc Vinci, numéro un du bétonnage en force. Donc, euh, aujourd'hui, enfin, Vinci vend j'oserais dire, du béton à qui en voilà, qui en veut le plus. Euh, c'est C'est malheureux parce que on a oublié ce que nous ont un peu appris les anciens qui faisaient avec les matériaux locaux. On a oublié qu'il y avait certainement des recherches à faire. Alors, je sais que dans les Limousin, il y en a qui commencent à travailler sur le chanvre. Enfin, on pourrait, enfin, on a pas mal de bois en Nouvelle-Aquitaine. On pourrait s'en servir pour l'isolation, on pourrait s'en servir pour les constructions, on pourrait s'en servir pour plein de choses. Mais aujourd'hui, les grands groupes imposent un peu leur fonctionnement, même si c'est pas du tout écologique, c'est pas du tout leur problème, puisque leur problème, c'est l'actionnariat et le CAC 40. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faudrait que les citoyens interviennent plus en amont sur la réflexion sur ce que doivent être les constructions dans nos villes. Voilà. Que dire de plus sur ce développement, je voudrais dire, enfin, qu'est-ce que devrait être la construction, mais c'est vraiment très, très, très lié à l'aménagement du territoire. Et alors, c'est un peu. Alors, nous, on est un peu entre deux eaux, parce qu'on est, je voudrais dire, à la fois, on est salarié de nos métiers. Enfin, donc, je voudrais dire que plus on a de béton, plus on a plus on a d'enrobé, plus on devrait être content. Mais en tant que responsable, enfin responsable notamment du regard social un peu par rapport aux gens, on ne peut pas se réjouir que nos entreprises vont faire X kilomètres de voies ferrées qui ne sont là que pour faire du passager à grande vitesse, X kilomètres de routes qui ne seront pas là pour désenclaver tel ou tel endroit, mais plus pour essayer d'avoir des péages. Enfin, vraiment, on est entre deux eaux, c'est-à-dire que des fois, ben, on a des revendications qui vont à l'encontre de ce que pourrait être l'emploi de nos métiers. Moi, j'étais représentant syndical de Vinci, je me suis battu et on s'est battu contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et d'autres constructions parce que bien que c'était des chantiers qu'avait le groupe, j'ose dire, pour l'intérêt collectif, l'intérêt général, c'était complètement loufoque de faire ce chantier-là. Euh, donc voilà, on est des fois un peu, on a des fois des contradictions, hein. Et ben, après, comme tout salarié, hein, parce que j'oserais dire, bon, tous les salariés des entreprises, des fois, on a des activités qui sont un peu à l'encontre de ce qu'on se bat dans d'autres, dans notre vie extérieure. Bon, notamment, moi, nous, on s'est toujours battu contre les partenariats publics-privés. Et le premier partenariat public-privé du groupe Vinci, ben, comme par hasard, on me l'a donné à moi pour l'étudier, quoi. C'était la Cité du surf et de l'océan. C'était juste histoire de me faire une petite boutade. Mais voilà, c'est le problème d'être salarié. On est en un lien de subordination avec l'employeur. Donc voilà, on est un peu des fois un peu obligé de faire malgré nous. Voilà. Euh, donc oui, donc je vais aussi enfin, vous développer d'un gros thème sur lequel on travaille, c'est la, la santé au travail et c'est les accidents de travail dans nos métiers.
Euh, bon, faut savoir que déjà sur les statistiques annuelles de la CARSAT, et alors ça, c'est pas des chiffres de la CGT, c'est la CARSAT, un salarié sur 18 dans le BTP a un accident de travail chaque année. C'est énorme. C'est-à-dire que grosso modo, vous prenez 20 personnes, vous avez sur une qui a un accident de travail avec arrêt. Donc, qui se blesse, et ce qui veut dire que chaque salarié a durant sa carrière au moins 2,5 accidents de travail. Donc, bon, souvent, évidemment, quand il y a ce taux d'accidentologie, il y a forcément des séquelles. Quand on a 2,5 accidents, on va passer peut-être sans trop de séquelles au premier, au second, on risque d'avoir des séquelles, et au-delà de deux, ben, il y a des chances que on se soit bien fait mal. C'est un accident de travail toutes les 2 minutes. C'est en France, c'est un truc, bon, et là, on ne parle que du BTP. Alors nous, on dit au niveau de la construction de la CGT Construction, il y a plus d'un mort au travail par jour travaillé. Euh, alors grosso modo, les chiffres de la CARSAT annoncent à peu près 130 et quelques morts 130 et quelques morts, mais ce qu'il faut, quand on parle d'un mort par jour travaillé sur nos chantiers, il faut aussi qu'on compte ce qui ne sont pas consolidés par la CARSAT, parce qu'il y a plusieurs comités techniques régionaux et comités techniques nationaux. Donc, mettons, il y a les intérimaires, ils ne sont pas dans le même comité technique que les gens du BTP. Donc, le chiffre des intérimaires, il n'est pas pris en compte. Le chiffre des auto-entrepreneurs, il n'est pas pris en compte. Le chiffre des travailleurs détachés et des travailleurs immigrés et de ceux qui ne sont pas déclarés, évidemment, ils ne sont pas pris en compte. Mm. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Bon, on a, enfin, nous, on sait aujourd'hui qu'on est largement au-dessus de 230 morts sur les chantiers du BTP. Et puis, il y a aussi les chiffres qui ne sont pas pris en compte des activités transverses, puisque sur nos chantiers, on a d'autres corps de métier que le bâtiment ou les travaux publics, hein. Il peut y avoir des interventions de gens de la métallurgie, il peut y avoir des interventions de livreurs. Donc, c'est vraiment un chantier du BTP, c'est quelque chose de dangereux. Et c'est pour ça qu'on se bat pour une reconnaissance de la dangerosité et de la pénibilité dans nos métiers. Euh, les, la particularité de nos morts sur chantier, c'est que contrairement à un agent de police, contrairement à un pompier, contrairement un peu à tout ce qui est régalien, contrairement à un militaire, quand une personne du BTP meurt, généralement, on voit un entrefilet dans le journal avec dessus accident de travail, un salarié est tombé d'un toit. Généralement, il n'est pas cité le nom du salarié et pas cité le nom de l'entreprise. Euh, c'est, j'oserais dire, un, un drame aggravant pour les familles de salariés parce que, et des défunts, parce que c'est non seulement là, ils ont perdu un des proches, hein, mais en plus, non seulement ils l'ont perdu, mais en plus, on ne le cite même pas, comme une deuxième mort. Et ça, les familles le vivent très, 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 très mal. Bon, déjà, un décès, on peut que mal le vivre, mais en plus, ben, grosso modo, on le traite comme dans la rubrique des chiens écrasés, quoi. C'est quelque chose qui est complètement fou, Banalisé. banalisé. Ouais, quand on discute avec les familles, enfin, c'est terrible. Psychologiquement, c'est terrible. Euh, donc, on essaie de travailler notamment sur les morts au travail, alors de plusieurs façons, hein. Bon, nous, sur la Nouvelle-Aquitaine, on a des décès, hein. Hélas, comme toute la France, hein. Puisqu'il faut savoir quand même que la France est le recordman européen des accidents de travail, des accidents mortels, puisqu'on est à peu près à 760, je crois, les derniers chiffres accidents mortels l'année dernière.
Et sur ces accidents mortels, comment dire, ça, c'est toute profession confondue, hein. Donc, bon, on estime qu'à peu près un peu plus de la moitié doit être sur les chantiers du BTP. Euh, donc, c'est énorme, énorme, énorme. Et, euh, et malgré cela, ben, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bruit. 700 accidents, 700 et quelques accidents, c'est pratiquement, allez, ça fait près, en 10 ans, ça fait près de 10 000. C'est à peu près ben, les morts qu'il y a eu au Qatar sur la construction des stades, hein. Mhm. Voilà. Mais dans un silence complètement absurdiste, hein. La France a ce recordman européen et à ce record européen. Là, c'est très, très triste, très malheureux. Alors nous, on a des revendications, évidemment, parce que bon, il y a une analyse par rapport à ça. Bon, évidemment, c'est dû à la pression qu'ont les salariés sur les chantiers, c'est dû aussi parce qu'il y a une accélération des accidents de travail, donc c'est dû aussi au fait, bon, ben, on a vu la disparition des CHSCT remplacés par les C2SCT, enfin CHSCT, Commission d'hygiène et sécurité, remplacés par les C2SCT, qui sont des commissions de santé et sécurité au travail, mais qui n'ont plus les mêmes moyens, Ouais. qui Mhm. n'ont plus les mêmes moyens et les mêmes, j'oserais dire, droits que les CHSCT auparavant. Donc ça a été fait dans la réforme travail de Macron, la dernière, et c'est là aussi un cas aggravant. Euh, on a notamment sur ces accidents mortels d'autres raisons. La première des raisons, enfin, il y a plusieurs en fait. Il y a le fait qu'il y a de l'impréparation sur pas mal de chantiers. On le voit souvent, un accident, c'est parce qu'il y a eu une modification soudaine, il y a eu des choses qui n'ont pas été préparées. Ou alors qui n'ont pas été préparées parce qu'on a voulu tout simplement gagner de l'argent en faisant prendre des risques aux salariés. Euh, je ne sais pas si ça s'est pas coupé par contre. Non, 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 c'est bon, je t'entends, Non, il n'y a voilà. pas de souci. J'ai perdu la. Voilà, voilà. Voilà. Donc, tout simplement, on met un peu sur l'autel de la rentabilité la vie des salariés. Ça, c'est inadmissible. Alors, nous, on essaie de se battre pour que déjà, on commence à parler d'accident de travail. Donc, pour ça, on a mené enfin, une campagne quand même qui commence à prendre forme. Alors, notamment, on a commencé le premier accident qu'on a suivi, hein, c'est celui de Guillaume Garrido à Pujol, qui s'est fait ensevelir sur le chantier de la RN 21 entre Villeneuve-sur-Lot et Agen. Au niveau de Pujol, il s'est fait ensevelir, ça s'est effondré sur lui. Euh, donc, c'était en 2018, il me semble. Et Guillaume, bon, c'est un jeune, hein, et on s'est battu pour qu'il y ait enfin, c'est un chantier, lui, il était intérimaire, évidemment, parce que beaucoup de hélas, de nos victimes, et les premières victimes sur nos chantiers, ce sont des intérimaires, hein, pour plusieurs raisons, parce qu'il n'y a pas forcément une connaissance du site, il n'y a pas forcément aussi une expérience qui font qu'ils se mettent forcément en sécurité tout le temps, bien que là, comme Guillaume, même avec l'expérience, il n'aurait pu rien faire puisque ça s'est effondré sur lui. Alors, c'est un chantier quand même avec Eurovia et NGE, donc deux grosses entreprises, hein. En- Ils étaient conjointement en train de travailler sur ce chantier. Et, euh, et on a réussi alors que ça passait sous silence dans les médias, on a réussi à faire l'inauguration d'une stèle avec la mairie de Pujol. On a réussi à faire déplacer la sous-préfète. Euh, et à tel point que, eh ben, il y a eu une première prise en compte, et notamment la sous-préfète qui avait fait un super poème, parce que ben, elle s'est retrouvée en tant que maman avec la maman de Guillaume, et ça, parce on parle d'être humain, quoi. Enfin, Mhm. là, quand j'en parle, j'ai des frissons, ça se voit pas à la caméra, mais moi, je me rappelle la première fois que j'ai poussé la porte de la maman de Guillaume, bon,
qui aujourd'hui travaillent avec nous parce que, bon, mais ce sont des familles qui se retrouvent seules euh, enfin, sans aide, enfin, faut savoir le choc que vivent ces familles-là à se retrouver seules et à ne pas savoir quoi faire euh, suite au décès de leur fils, de leur conjoint. Ouais, c'est compliqué pour ces familles-là. Mmh. Donc, le jour qu'on a poussé la porte, on a dit, ben voilà, voilà ce qu'on pense faire. Alors déjà, d'entrée, nous, on essaie au niveau de notre fédération de se porter partie intervenante sur un maximum d'accidents de travail. Alors, on ne le fait pas sur tous parce que des fois, il y a des accidents de travail où peut être mis en cause d'autres salariés. Parce que, il y a des choses qui n'ont pas été vraiment faites comme il faudrait et certains salariés prennent des risques, etc. Parce que, mais évidemment, parce qu'ils ont la pression de l'employeur. Mais aujourd'hui, les tribunaux vont plus facilement taper sur les salariés que sur les employeurs. Bien qu'on essaie de faire changer les choses et que ça commence à avancer, je vais vous dire ça en suivant avec d'autres exemples. Oui, donc on a réussi à faire mettre une stèle pour Guillaume. Si vous passez un jour près de Pujol, sur la RN10, vous avez une stèle près d'un rond-point. Et non seulement on a réussi à faire cette stèle avec une inauguration avec des camarades du BTP, mais il y avait donc des élus, maire de Villeneuve, maire de Pujol, etc. Mais le rond-point a pris le nom de Guillaume Garrido. Donc, pour la première fois, enfin, oui, pratiquement la première fois, un salarié qui était mort du BTP, qui était inaperçu dans les pages du journaux, qui a été, enfin, dont il y avait une omerta complète. Je ne vais pas dire qu'il a revécu un peu. La mère de Guillaume dit, vous lui avez redonné une flamme de vie. Voilà. Mmh. Mais grosso modo, c'est voilà, il était plus complètement Un anonyme. Mmh. anonyme, il était plus, on avait redonné un petit sens. Il faut savoir que ça s'est passé en 2018 et qu'aujourd'hui, le procès n'a toujours pas eu lieu. Voilà. Parce qu'il y a deux grosses entreprises, hein, Eurovia de chez Vinci et NGE. Donc, ces deux entreprises, évidemment, font expertise, contre-expertise, etc. Et vont essayer de se sortir de cette affaire le mieux possible et en attendant font des provisions, je pense, pour financer le risque le risque, j'oserais dire, comptable. Mmh. Mais euh, ça a été la première action qu'on a fait. Après, on a eu d'autres actions, puisqu'on a eu, hélas, la malchance enfin, d'avoir Steven, qui était un gars. Alors lui, il travaillait pour une petite entreprise sur Bordeaux. Enfin, l'entreprise était à Villeneuve, il travaillait sur un chantier à Bordeaux. Et Steven, ce jeune aussi, est passé à travers un toit d'Everett. Il travaillait, enfin, il nettoyait les Everett, il est passé à travers un toit. Je crois qu'il avait 27 ans, c'était un jeune aussi, enfin, très. Et il allait être papa, et quelques mois après d'ailleurs, là, il n'aura jamais vu sa fille. Et il est passé à travers les Everett. L'employeur n'avait mis aucun système de protection. Mais plus grave, c'est qu'il n'y a même pas eu d'enquête de police judiciaire d'effectuer sur ce décès, puisque, grosso modo, on a été alerté par un salarié qui travaillait avec Steven, qui a été sanctionné parce qu'il n'a pas voulu remonter le lendemain sur le toit, d'ailleurs. Euh, et il a été, donc, nous, on a été alerté par un salarié. On a alerté, du coup, l'inspection du travail qui a fait son enquête, etc. Et quand alors là, c'est la police municipale qui était passée le jour que le salarié est tombé, même pas la police judiciaire. Et le jour que la police judiciaire est passée, évidemment, c'est quand ils ont appris après coup la mort du salarié, qui est mort une semaine après, puisqu'il est resté 8 jours dans le coma, et qui a appris, enfin, qui avait été aussi sollicité par l'inspecteur du travail qui a dit, mais là, c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'enquête. Donc, on arrive en France à mourir sans qu'il y ait de recherche des causes de la mort par la police judiciaire. Enfin, voilà. Des fois, on a du mal à s'imaginer qu'il y a des gens qui peuvent mourir à côté de nous sans qu'il y ait enquête. Ce qui a posé, par contre, là, dès le début, on a réussi à faire une marche blanche jusqu'à l'entreprise.
avec la famille, avec les amis, avec les camarades de la construction. On a, on a beaucoup réussi à médiatiser, hein, puisque bon, il y a eu pas mal de reportages dans les journaux. Il y a eu des reportages dans l'UMA, il y a eu des reportages dans plein de journaux. Enfin, il y a eu pas mal de témoignages, notamment de la sœur de Steven. Donc, on a réussi à bien médiatiser, ce qui a fait que le procès a été assez rapide, malgré tout. Et avec une problématique, c'est que le juge a eu une difficulté puisqu'il n'a pu que se baser que sur des témoignages. Témoignages des collègues Steven, témoignages de l'inspecteur du travail, parce qu'il n'y avait pas d'enquête de police. Ce qui a limité évidemment la condamnation de l'employeur, mais qui a quand même été condamné euh, totalement à toutes les demandes, y compris celle du ministère public de 50 000 euros, plus les dédommagements aux familles, mais c'est que de l'argent. Et nous, ce qu'on regrette, c'est qu'il n'y ait pas plus de condamnation à la prison. Donc, il y en a pratiquement pas, d'ailleurs, pratiquement pas. Sauf il y a 3 semaines où il y a un employeur qui s'est fait condamner à de la prison. Alors, c'est aussi parce que ça commence à être médiatisé, à rentrer dans les consciences que c'est pas normal de Mhm. partir au travail et de pas revenir le soir au travail. Parce que c'était normal dans la tête de beaucoup, y compris des juges, de mourir au travail, hein. Ben ouais, enfin, c'est presque, ça paraît absurde, hein, mais et y compris auprès de beaucoup de salariés, mais mourir au travail, c'est presque quelque chose de normal. Non, c'est pas normal. On part le matin, c'est pour venir le soir. Et alors, parallèlement là, à tout ce qu'on fait, on est, je crois que sur la centaine de parties civiles qu'on a, etc., on a réussi avec. Alors, il y a Mathieu Lépine aussi qui a écrit un livre et qui recensait tous les morts au travail, qui recensait tous les morts au travail. Donc, pour interpeller les ministres du Travail enfin, les ministres du Travail qui se succédaient. Et ça commence à se savoir. Ça se commence à se savoir. Et donc, il commence à y avoir des condamnations un peu plus fortes. Et l'intérêt des condamnations, évidemment, c'est pas que de filer des sales patrons en prison. C'est aussi que des- la peur d'être condamné puisse leur faire prendre en compte que la sécurité de leurs salariés, c'est primordial, quoi. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, si c'est qu'une petite amende, oui, des fois, on va provisionner et puis on va pas protéger les salariés. Et puis si on passe au travers, mais tant mieux. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des peines un peu plus lourdes. Et aujourd'hui, ça commence, on a vu dans dans un procès qui vient d'avoir lieu que ça devenait plus lourd. Donc ça, c'est la partie, j'oserais dire, intéressante de ce qu'on mène depuis des années. Euh, hélas, hélas, j'oserais dire, c'est du fait qu'il y a de plus en plus de morts, c'est du fait qu'on arrive à les médiatiser. Alors oui, on accompagne dans notre démarche les familles. Ça, alors, au départ, on savait pas trop ce que ça allait, où ça allait nous amener. Ça nous a mené à des tas de choses où, franchement, c'est dur humainement de les accompagner, mais eux, ça leur fait un, un bien enfin, énorme parce qu'ils sont vraiment seuls. Ils sont vraiment seuls. Donc, à l'époque, la mère de Guillaume me dit, ce que j'aimerais, moi, c'est de faire un collectif des familles de victimes, aller dans les boîtes, en parler, etc. Elle n'a pas eu la force, parce que bon, il faut savoir que ça détruit, donc elle a des problèmes de santé. Elle Mhm. n'a pas eu la force, mais ce collectif s'est créé, alors pas avec la mère de Guillaume, avec d'autres parents de victimes. Et donc aujourd'hui, il y a un collectif national qui n'est pas du tout lié à la CGT, hein, mais bon, évidemment, comme on est partie civile mais, enfin, on a un avocat spécialisé là-dedans qui s'appelle Maître Ménage. Du coup, ce collectif a même pris notre avocat, puisque bon, elle a l'habitude, elle a suivi beaucoup de procès de mort au travail. Donc aujourd'hui, il y a un collectif qui aussi permet d'avoir une résonance médiatique, puisque ce n'est plus la CGT, c'est des familles de mort au travail.
Donc j'oserais dire, c'est un outil supplémentaire que l'on a pour faire aboutir nos revendications. Parce que par rapport à ça, évidemment, on a le fait qu'il faut que les salariés du BTP travaillent en sécurité, qui puissent se retirer quand il y a des dangers, qui puissent se protéger au niveau de la santé. Mais il y a aussi, lorsqu'il y a un accident du travail, euh, d'autres facteurs qui seraient importants. Nous, on revendique, mettons, un statut de la veuve et de l'orphelin. Euh, D'ailleurs, je me suis fait retoquer par la sœur de Steven qui me dit, oui, mais il faut penser aux frères et sœurs, parce que, et c'est vrai on n'avait pas intégré cette notion-là, mais ce statut, ça pourrait être, mettons, alors, il y a l'accompagnement psychologique, parce que bon, c'est vraiment une rupture qu'il y a dans les familles, hein, mais un accompagnement psychologique, un accompagnement financier, un accompagnement au niveau des procès, parce que ces familles qui vont se retrouver à aller, enfin, elles ont perdu un membre de la famille, un conjoint, mais elles vont se retrouver à aller au tribunal sans aide, sans rien. Et pour eux, enfin, non seulement ils ont eu cette catastrophe, mais elles ont des épreuves supplémentaires qu'elles ont à surmonter, et souvent avec, j'oserais dire, un salaire de moins dans la famille. Donc, tout ça, voilà, cet accompagnement, comment on pourrait, à partir de... Alors, peut-être, nous, ce qu'on propose, c'est que les entreprises sanctionnées euh, cotisent un peu comme sur les accidents de travail à une caisse qui pourrait permettre justement à alimenter ce statut de la veuve et de l'orphelin. Mmh. Mettons, il faudrait que, comme les pupilles de la nation, grosso modo, nous, on dit qu'il faudrait qu'on crée les pupilles du BTP, c'est-à-dire que comment ça s'appelle? La, le parcours au niveau de l'école, enfin, école, formation, etc., soit pris en compte par cette caisse, que les enfants puissent aller jusqu'au bout de leur formation, de leurs études, sans que ça coûte plus à la veuve ou au conjoint du décédé, voilà, plus que quelque part, ben, ils sont morts pour j'oserais dire, pour un peu faire avancer certaines constructions et le bien commun, hein, et le bien commun, parce que les constructions, enfin, même si c'est privé, c'est quand même souvent pour le bien commun, et donc voilà. Voilà, nous on essaie voilà, que ce nombre de morts au travail qui est énorme, que cette casse des familles, enfin, serve aussi enfin, de revendication pour justement pallier à ces pertes qui sont dramatiques. Parce que souvent, enfin, ça va au-delà, hein. Enfin, hélas, moi, j'en suis à trois sur le département à suivre. C'est souvent des familles qui explosent. C'est compliqué, 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 parce que c'est des drames qui font des catastrophes, quoi. Du jour au lendemain, c'est c'est très, 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 très dur. Voilà donc pourquoi nous, on est très, très, très axé sur les morts au travail, et notamment, bon, on se bat actuellement sur Bordeaux. Alors bon, ça a été très, très long avec la municipalité de Bordeaux, mais on est en train de réfléchir avec l'adjoint qui est responsable des monuments et des cérémonies, à essayer d'ici un an, donc on espère pouvoir le mettre en place pour la journée mondiale des accidents de travail, qui est généralement lieu le 28 avril. Mais on espère pouvoir mettre sur Bordeaux un monument, du moins un monument mémoriel, ou un lieu mémoriel pour les accidentés du travail au niveau interprofessionnel. Donc, bon, on est parti de notre demande de construction avec l'exemple, ce qu'on a fait sur Pujol avec Guillaume, pour essayer de faire quelque chose, parce qu'il est aussi important que les familles aient des lieux pour se recueillir et dire, mais voilà, au moins là, il y a le nom de notre mari, il y a le nom de notre fils. C'est important pour les familles, ouais, qui ont perdu quelqu'un dans un anonymat complètement complet. Voilà.
Mais il y a aussi, je voudrais dire, on lit aussi, nous on parle de dangerosité, hein, donc accident de travail, et de pénibilité, parce que bon, on a quand même une caractéristique dans nos métiers, c'est que, ben, euh, à part pour le gouvernement, je veux dire, aucun salarié du BTP ne pourra arriver, enfin du moins sur chantier, ne pourra arriver à 64 ans, hein, à part dans l'idée de certains personnes du gouvernement qui ne d'ailleurs n'y croient pas un mot, hein, parce que mais faut savoir que à 53 ans déjà, la plupart des salariés ont quitté nos professions euh, euh, et que ils ont rapidement des pathologies liées à des troubles musculo-squelettiques, euh, liées justement à des accidents de travail ou liées et que grosso modo, ben, très vite, ils partent en inaptitude, ils partent licenciés, ils finissent leur carrière au chômage. Mais généralement, enfin, rien que moi dans ma boîte, j'en ai vu très peu partir à la retraite. Euh, Généralement, ils finissent pas leur carrière dans l'entreprise pour X raisons et parce que les employeurs ne peuvent pas j'oserais dire, les exploiter encore plus puisqu'ils ils ne peuvent plus travailler normalement. Donc c'est tout ça, c'est pour nous, ça, quand on a dans la période actuelle, quand on nous parle de d'allonger, et on ne fait plus que d'en parler, puisque ça a été décidé par certains parlementaires d'allonger l'âge de la retraite, c'est une ineptie totale, euh, puisque ben, nous on dit qu'à 55 ans, il faut que les salariés qui ont des métiers pénibles euh, partent à la retraite. Alors bon, euh, il y a eu des critères de pénibilité qui ont été établis. On a eu 8, je crois, à une époque. La plupart ont été sortis, notamment par Macron, hein, à l'époque où il était ministre. Ça a été sous Macron, ça a été sorti. Et de ces critères de pénibilité, aujourd'hui, il en reste quelques-uns, comme l'hyperbar, comme le travail de nuit, etc. Notre profession ne serait pratiquement plus une profession pénible. Parce que ces critères-là, déjà, bon, ils étaient compliqués à mesurer, mais en plus, les critères ne correspondent pas forcément à nos professions et il faudrait mesurer, etc. C'est n'importe quoi. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait que il y a des métiers, ils sont pénibles de fait. Moi, je suis désolé, un charpentier qui porte des poutres ou en haut d'un toit ou un maçon ou quelqu'un qui fait de l'enrobé sur une route, il n'y a pas besoin de mesurer ces critères de pénibilité pour savoir que le gars, il va finir cassé. On n'a pas besoin. Et donc, il y a des métiers qui devraient être d'office marqués comme pénibles et où les gens devraient partir à la retraite plus tôt. Et ça aussi, il faudrait que les employeurs qui emploient ce personnel-là, qui exploitent ce personnel-là, euh, devraient automatiquement œuvrer à cotiser euh, pour les caisses de retraite. Euh, voilà. Ça, c'est une revendication que l'on a depuis des années. Alors, aujourd'hui, tout le monde dit ah oui, le bâtiment, c'est pénible, etc. Mais dans les faits, il n'y a rien qui est apporté aux travailleurs du bâtiment ou du travaux public pour qu'ils partent plutôt à la retraite. Et ça, c'est un gros combat que l'on mène depuis des années. Alors oui, on a fait rentrer dans les mœurs que oui, c'est pénible, mais on n'a pas encore obtenu de compensation, j'oserais dire, sur cette pénibilité. Bon, on peut relativiser. Moi, je suis dans un bureau, c'est clair que moi, je ne vais pas avoir la même usure que les gars qui sont sur la perceuse dans mon entreprise, les bras en l'air toute la journée euh, pour mettre du chemin de câble ou pour tirer du câble. J'ai, mais il y a des choses quand même qu'il va falloir que les employeurs prennent en compte de toute manière. Avec les départs à 64 ans, ça va poser d'énormes problèmes parce qu'aujourd'hui, aucun employeur de nos métiers savent comment ils vont faire pour continuer à employer les gens plus tardivement. Ça ne sera pas possible.
il faut se le dire. Donc, c'est des gens qui vont partir en inaptitude, c'est des gens qui vont partir en licenciement, c'est des gens qui vont donc toucher une retraite de misère. Et souvent, quand ils vont prendre la retraite, ils auront tout un tas de pathologies qui leur empêchera de vivre une retraite, quelques années de retraite décente et ils seront déjà cassés quand ils vont quitter l'entreprise. Donc ça, c'est, ouais, euh, on a une profession, les salariés se plaignent pas, c'est certainement aussi pour ça que on les voit rarement dans les manifestations. C'est une profession aussi où il y a quand même une très forte répression, je veux dire, qu'elle soit syndicale et donc on a du mal quand même à mobiliser, mais n'empêche que ce fait-là est difficilement contestable. Il y a une problématique sur les retraites des salariés qui vont du BTP. Voilà. Donc, nous, ce qu'on essaie, c'est chaque fois qu'on rencontre un député, chaque fois qu'on rencontre un média, c'est de le faire valoir pour que euh, ça soit enfin pris en compte, parce que on entend, enfin, quand ça m'est arrivé de rencontrer des députés, et notamment des députés macronistes, quand on leur dit, mais moi, je suis du BTP, comment ils vont faire mes collègues, etc. Là, c'est souvent sans réponse parce qu'ils n'ont pas de réponse, quoi. Voilà. Voilà, je ne sais pas si. Ok. Non, merci Denis, hein, pour tous ces éléments de connaissance un petit peu de cette branche d'activité professionnelle. Qu'est-ce que représente la commande publique, je dirais, dans la construction? Alors, je veux dire, ça, ça dépend des entreprises. La construction, alors, sur les TP, je veux dire, la commande publique, elle doit être à peu près de. Elle est plus forte, puisque bon, c'est les routes, c'est les. Alors, j'ai un peu de mal là, parce que, à te le dire. Moi, j'ai à peu près les chiffres Vinci, mais sur les TP, j'ai un peu de mal à te le dire au niveau national. Mhm. Euh, je pense qu'elle est plus forte ouais, plus forte sur les TP que dans le bâtiment, parce que le bâtiment, il y a beaucoup d'ouvrages privés. Oui, Euh, et mais sur les TP que la commande publique est importante. Et après, dans le bâtiment, oui, on a tout ce qui est, j'ose dire, bâtiment public, mais bon, on voit que c'est pas quand même la majorité des constructions. Euh, Là, j'ai pas d'analyse en tête. Je vais te dire une ok, bêtise. ok. Mais dans le bâtiment, dans le TP, oui, ça doit être de l'ordre de 80%, je suis pas persuadé. Mhm. Parce que même au-delà, c'est parce que j'ai trouvé intéressant l'approche que tu as faite avec les références justement à l'environnement, à l'aménagement du territoire et donc à la responsabilité des élus, justement quand ils attribuent la possibilité de construire, Bien sûr, même si c'est du privé, de construire effectivement sur des lieux, des endroits. Donc tu as posé effectivement la question des écoles, des services publics, etc., qui sont des problématiques très très importantes, on le voit partout. Et le deuxième élément sur lequel enfin, j'ai envie d'échanger avec toi, c'est la structure du travail. Parce que toi, tu travailles dans un grand groupe, Vinci, mais ce grand groupe, est-ce que c'est lui qui a des équipes professionnelles ou est-ce qu'il c'est un maître d'œuvre, un maître d'ouvrage avec une multitude, je dirais, de sous-traitants et d'entreprises et donc avec des problématiques derrière, comment on fait pour que l'action syndicale puissent s'organiser, comment les salariés peuvent se structurer. Est-ce que vous êtes confronté à ça? ah, ben, c'est même notre première problématique. Vinci, il y a une dizaine d'années, c'était allez, 60% d'ouvriers. Il devait y avoir 30% d'État, mais et 10% de cadres à peu près. Mhm. Aujourd'hui, c'est 30% d'ouvriers, 30% d'État, mais 30% de cadres. Donc, 30% d'ouvriers, c'est-à-dire que ben, le nombre d'ouvriers de Vinci ne serait pas suffisant pour faire les chantiers. Donc, c'est une grosse partie de sous-traitance, c'est une grosse partie d'un travail intérimaire.
à- enfin, si on prend la synergie, c'est aussi de l'emploi de l'auto-entrepreneuriat. Euh, donc, oui, en effet, on n'a pas les structures maintenant pour, je veux dire, faire tous les travaux. Euh, Ce qui veut dire qu'au niveau syndical, évidemment, c'est très, très compliqué puisque on est passé d'un système où, bon, en plus, en tant que enfin, la CGT, où on était très fort chez les ouvriers, à des entreprises qui sont beaucoup là pour encadrer des salariés et des sous-traitants. Euh, le rapport, je voudrais dire, au syndicat des cadres et des États, mais bon, bien que moi, je suis un peu, là aussi, encore un peu, un peu à part, puisque bon, je suis État, mais et bon, on fait aussi des fois l'encadrement de sous-traitants, de Mhm. fait. Mais bien que dans mon entreprise, c'est très peu, parce que bon, voilà, c'est toujours pareil, c'est un rapport de force. Mais on a dans la difficulté aujourd'hui de syndiquer, notamment l'encadrement, euh, parce que, ben, aujourd'hui, c'est pas rentré dans les mœurs des encadrants, des cadres de se syndiquer. Et c'est un peu compliqué pour nous, je dois avouer, enfin, au niveau de Vinci, mais même au niveau de la construction en général, de travailler sur ces secteurs-là. Euh, Il y a, il y a, enfin, alors, on se pose la question, est-ce qu'on les approche pas assez? Je pense que si, puisque bon, hein, on fait pas de, je veux dire, enfin, moi je suis dans des boîtes de 50, on va pas avoir un langage spécifique pour un ouvrier, pour un État, mais pour un cadre. On a des valeurs, enfin, des valeurs syndicales, des valeurs CGT, des valeurs de solidarité, des valeurs on a tout un tas de valeurs et on va pas faire une différenciation de valeurs suivant comment ça s'appelle, Les salariés, Mhm. l'appartenance Le statut. le statut du salarié. Voilà. Donc, mais ça n'empêche que c'est compliqué. Alors, bon, culturellement déjà, parce que bon, après, dans une entreprise où il y a que quelques cadres, oui, oui, c'est encore plus compliqué que dans une entreprise où il y a, j'oserais dire, 50 cadres, mais j'oserais dire, même chez Vinci, il y a très peu, puisque Vinci Mhm. est une multitude de petites entreprises. C'est ce qu'il faut s'imaginer. C'est la plupart, bon, à part les autoroutes du sud de la France, ou, mais la plupart, ce sont des petites entreprises, quoi. C'est plus de 3000 et quelques entreprises en France. Donc c'est vraiment très très compliqué euh, déjà d'avoir des syndiqués cadres et en plus d'avoir des syndiqués cadres dans des petites entreprises. Voilà. Alors, il y en a parce que bon, évidemment, il y a des travailleurs cadres qui ont des convictions et donc cela, enfin, faut pas avoir que des convictions, faut aussi avoir, j'oserais dire, le courage de se battre et de combattre parce que, ouais, oui, ouais, c'est du courage qu'il faut pour affronter l'encadrement et être syndicaliste dans nos entreprises en étant cadre et en appartenant souvent aux directions des entreprises. Ça, on a souvent, quand on discute avec nos patrons, je mets entre guillemets, parce que un chef d'entreprise qui a 50 salariés, il est patron de rien du tout, il n'a aucune décision, etc. On est d'accord sur plein de points, etc. Sur plein de points, même avec d'autres chefs d'entreprise, mais jamais, même certains qui sont très proches de nous, jamais ils ne se syndiqueront parce qu'ils savent très bien que s'ils se syndiquent, demain, ben, ils ont le carton devant la porte, quoi. Mhm. Et ça, c'est une grosse problématique. Euh, dans tous nos métiers, j'ose dire. Ouais, ouais, c'est compliqué. Mais il faut qu'on arrive à faire rentrer ça aussi. C'est un peu ça dans les consciences. On a, je vais parler d'une chose que je connais bien de Vinci.
Il y a tout un tas de chartes signées par la direction de Vinci. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas ci, il n'y a pas là. Euh, Ça, c'est l'affichage. Derrière, Mhm, mhm. derrière, c'est la chasse aux sorcières. Et encore plus si c'est la CGT, mais ça, c'est normal. C'est tant qu'on fait notre travail, on sera pourchassé. Non, ça veut dire qu'en clair, vous vous posez quand même la question des contacts avec les auto-entrepreneurs. Est-ce qu'il y a une grosse différence? Je vais caricaturer jusqu'au bout, mais est-ce qu'il y a une grosse différence? On l'a vu au mouvement du mouvement des Gilets jaunes. Entre un entrepreneur et un ouvrier, non, c'est la même Voilà, chose. exactement. C'est exact. Auto-entrepreneur, ça, il n'y a pas de problème. Mais tu parlais des TPE ou des PME qui sont sous-traitantes, et ils ont quasiment, je dirais, alors ils n'ont pas un statut de Nous, salarié, mais dans le concret de la vie. enfin, l'auto-entrepreneur, il est, bon, c'est une personne, enfin, donc il n'a pas de salarié comme Bien son, sûr, bien mais sûr. c'est, grosso modo, c'est une personne qui est surexploitée comme les ouvriers de chez nous, mais peut-être encore pire parce qu'au niveau statut, c'est un statut encore plus fragile. Hmm, Euh, Au niveau des petites entreprises, des petits sous-traitants, moi, je ne comprends pas une chose, et je leur dis chaque fois que je rencontre aïe, les représentants de la CAPEB, hein, donc c'est le syndicat des artisans. hmm, Je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites à suivre sans arrêt la FFB, la FRTP, qui sont deux fédérations du MEDEF? hmm. Chaque fois, ils les suivent sur leurs décisions, etc. Ils les exploitent enfin, presque autant que nous. Donc, pour pallier à cette surexploitation, les artisans vont encore plus surexploiter les ouvriers. Évidemment. Hmm, Et on avait, sur une parité, on avait un peu réussi à avoir un, un représentant de la CAPEB qui nous avait suivis. Bon, hélas, il avait fait 2 mois parce que, il s'était opposé à la FFB et ça, et le MEDEF n'a pas toléré ça, cette rébellion, cette trahison de chef d'entreprise. Parce que oui, ils sont plus proches de nous, de l'exploitation capitaliste telle que le veulent les grands groupes que de la. Enfin, en fin de compte, souvent, les artisans sont aussi souvent sur les chantiers, quoi. Ils ont des hmm. salariés, mais ils sont aussi, ils travaillent aussi. Donc, oui, oui, on n'est pas du tout dans. On ne devrait pas avoir les mêmes relations qu'avec les dirigeants de l'FFB, etc. Mais hélas, la FFB, c'est Fédération française du bâtiment et FRTP, Fédération régionale des travaux publics. Voilà. Mais c'est généralement, ouais, ouais, ils se mettent, j'ose dire, du côté de leurs oppresseurs. Voilà. C'est comme ça, mais c'est plus à eux d'ailleurs à se poser la question pourquoi ils se rebellent pas plus que nous, parce que si jamais ils veulent mener des combats avec nous, je pense qu'il y a certaines choses où on pourrait se retrouver, Hmm. notamment sur le travail détaché, notamment sur la, sur toute la partie sous-traitance, euh, ouais, parce que bon, là, c'est ceux qui emploient du travail détaché, qui l'organisent, etc. C'est les grands groupes, enfin, qui Hmm. emploient qui font venir de la main-d'œuvre étrangère pour les surexploiter, c'est-à-dire enfin, les prendre dans des conditions en les mettant en concurrence avec les salariés français, mais y compris en respectant pas les conventions collectives, y compris en ne respectant pas les lieux de logement, y compris enfin, c'est vraiment à les traiter socialement en dessous de tout. C'est les grands groupes, c'est les grosses entreprises. La CAPEB, eux, n'ont pas ces réseaux enfin, les petits artisans n'ont pas ces réseaux pour faire cela. Et enfin, donc, voilà, on a plus j'ose dire, de choses à faire valoir avec les employeurs artisans que les grands groupes. Mais bon, ça, hélas, dans leur organisation syndicale aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il y a aussi des intérêts d'organisation entre elles. Mais aujourd'hui, ils suivent la FFB et la FRTP, donc c'est un peu compliqué.
Mais oui, on aurait des combats communs à mener, hein. Des combats communs à mener, hélas. Est-ce qu'au niveau des droits des salariés, enfin, et des droits syndicaux, euh, vous avez la possibilité justement de rencontrer et de pouvoir discuter, éventuellement euh, soutenir des actions justement de ces entreprises qui sont sous-traitantes ou qui sont hors, je dirais, de votre entreprise principale? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, c'est soutenir, nous, en tant que syndicalistes, soutenir les autres salariés? Voilà, tout à fait, oui, oui, bien sûr. Or, je dirais hors du champ de votre entreprise, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a Alors, des liens qui peuvent se tisser ou des alors, expériences que vous avez faites qui peuvent montrer qu'on peut sortir, je dirais, de cet éclatement et de cette individualisation, entre guillemets, des secteurs professionnels? alors, théoriquement, si on s'en tient au droit pur et dur, on a des heures de délégation lorsqu'on est élu dans l'entreprise ou lorsqu'on est représentant syndical, qui ne devraient servir qu'à l'entreprise ou qui ne devraient servir que dans l'entreprise. Euh, Ça, c'est un peu la réglementation. Dans les faits, dans les faits, évidemment qu'on s'en sert pour aller voir les autres collègues dans les autres entreprises, qu'on s'en sert pour organiser d'autres syndicats. Enfin, actuellement, on essaie d'organiser deux syndicats dans deux grosses entreprises. Et évidemment qu'on se sert de nos heures pour la solidarité, euh, pour aller distribuer quand on est en train de mettre en place un syndicat, pour aller soutenir lorsqu'un un salarié se fait licencier pour fait syndical, ce qui nous est arrivé. Enfin, oui, oui, on essaie d'être solidaires les uns des autres. Jamais, enfin, je dois avouer que j'ai été menacé une fois avec en plus, il m'avait fait enfin, personnellement en me disant, ben, j'étais intervenu chez Bouygues et en me Mhm. disant, il y avait un huissier qui m'attendait en disant, mais c'est pas normal que vous soyez là, etc. Je lui ai dit, ben, faites-en ce que vous en voulez. Vinci n'a jamais utilisé ça, mais tout simplement parce que moi, quand on m'a menacé, je dis, mais ça, vous allez réussir à unir les salariés de Vinci et Bouygues parce que vous allez me sanctionner. Je dis, mais ça serait merveilleux. Ça serait merveilleux. Donc, les employeurs n'ont pas encore fait le pas pour essayer de casser cette solidarité-là. Parce que oui, ça serait une déclaration de guerre, j'ose dire, ouverte. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils auraient la législation un peu pour eux quand même, hein. Après, nous, on aurait le rapport de force pour leur tordre le bras. Voilà. Mais bon, après, on est quand même sur la construction en Nouvelle-Aquitaine un peu réactif quand il s'agit aussi de faire quelques rapports de force ou voilà. On est très peu de syndiqués dans la construction. Il faut savoir on est largement moins de 1%. Mhm. Euh, donc, on doit être, on doit être à 0,6 ou un truc comme ça, du moins à la CGT, hein. Mhm. 0,6 et encore, on est le plus gros syndicat. Et, mais on arrive encore à faire un peu peur aux employeurs. Alors, il y a autre chose que j'ai pas parlé de notre secteur quand même, c'est une spécificité, je pense, un peu du bâtiment et des travaux publics. C'est qu'on a beaucoup d'organismes paritaires qui gèrent notre métier. On a l'OPP-BTP, qui est l'organisme de prévention du BTP, qui est un organisme où on a des représentants, y compris en Nouvelle-Aquitaine, euh, à l'OPP-BTP. On a les CFA, euh, on a nos CFA-BTP, où on a tout un tas de représentants dans nos CFA-BTP. On a Constructis, qui est un peu aujourd'hui, qui devient un peu qui est surtout au financement de la formation, mais où on a aussi des représentants. On a ProBTP, où on a aussi des représentants. On est une profession qui, historiquement, euh, où les organisations syndicales ont des mots à dire. Alors, quand on dit paritaire, attention, hein,
C'est-à-dire que c'est pas à la représentativité des syndicats, Mhm. passe parce qu'on serait majoritaire, mais on a des représentants en nombre égaux de chaque syndicat. Euh, et des représentants autant de salariés autant employeurs. Ce qui veut dire qu'en fait de compte, avec certaines organisations syndicales qui accompagnent toujours les employeurs, ça veut dire que les employeurs sont en majorité. Mhm. Voilà. Mhm. Ils se sont garantis une certaine majorité. Mais on a quand même des échanges. Alors, des fois, des échanges costauds, mais on a souvent enfin, on a des échanges avec les employeurs. Donc, sur les organismes de prévention, sur les organismes de mutuelle avec le PP avec ProBTP, sur la formation avec les CFA et la formation professionnelle avec Consultis. Enfin, on a vraiment des relations, des fois, de travail ou de conflit ou de combat, hein, parce que bon. Mais c'est une particularité de notre profession. Je pense qu'il y a des professions, si je prends, mettons, la métallurgie, euh, où, mettons, les employeurs ne veulent pas de syndicats, que les syndicats s'occupent de formation professionnelle, quoi. Voilà, D'accord. contrairement. Donc, on a des mots à dire, on a des moyens de faire avancer des choses, notamment sur la carte d'apprentissage dans le BTP en Aquitaine. Donc, on a des choses où on est souvent quand même pris en compte dans ce qu'on dit, même si sur le fond, on a de gros désaccords. Voilà, donc c'est vraiment une spécificité aussi, ça, de nos professions et de nos relations syndicales entre employeurs et organisations salariées. Euh, bon, voilà, Mhm. quand on parle apprentissage, on parle intérêt des entreprises, quand on parle intérêt des salariés et des apprentis, il y a pas mal de points quand même communs où les intérêts peuvent être convergents malgré tout, quoi. Hein, euh, parce que voilà, enfin, on arrive à trouver des convergences sur certains points. Donc oui, oui, on n'est pas non plus tout le temps en guerre malgré tout. Malgré tout. Bon, si on arrive sauf quand on parle salaire, mais bon, ça c'est quand on parle salaire, quand on parle conditions de travail, c'est un peu plus tendu. Sur, Voilà. sur, enfin, vos métiers, enfin, les métiers de la construction et du bâtiment, c'est aussi des métiers qui changent. Et c'est des métiers aussi qui se mécanisent en partie. Est-ce que vous êtes confronté justement à des évolutions des conditions de travail liées à ces évolutions professionnelles? Alors, là aussi, à part certains des députés sénateurs de la majorité présidentielle, les exosquelettes, et c'est pas encore quelque chose Et répandues? qui est répandu sur nos chantiers. Et euh, aujourd'hui, nos métiers restent encore très, très physiques. Il y a des choses qui se mécanisent. Si on parle de la pose de bordure, etc., les entreprises un peu sérieuses et qui veulent mettre les moyens sur la sécurité, aujourd'hui, on peut mécaniser tout un tas d'actions. Sauf que il y a son pendant et son travers. Euh, la mécanisation a surtout fait que, ben, en même temps qu'on mécanisait certaines actions, on demandait plus de productivité et plus de rentabilité. La pénibilité gagnée, j'oserais dire, par la mécanisation a été perdue par le rythme au travail. Mhm. Donc ça, c'est un peu le mauvais, j'oserais dire, enfin, le travers de la mécanisation. Alors, je vais parler des exosquelettes parce que, bon, un exosquelette, on s'aperçoit qu'en fin de compte, ça amène d'autres troubles et d'autres pathologies parce que ça a un poids sur le corps. Mhm. Et aujourd'hui, on n'a pas trouvé encore l'appareil idéal au niveau exosquelette. On en parle beaucoup, mais aujourd'hui, eh ben, tous les essais qu'il y a eu n'ont pas été très, très probants dans Mhm. les entreprises.
Donc, c'est bien que ça soit à l'étude, parce qu'il va falloir qu'à un moment donné, ça, qu'il y ait, qu'on évite aux salariés de se casser. Mais de l'autre côté, attention que ça ne soit pas encore pour améliorer la productivité, parce que si c'est pour faire porter des charges de plus en plus lourdes et que le salarié en plus va porter les squelettes, parce que bon, ne pas pouvoir être avoir l'amplitude dans tous ces mouvements, parce que qui dit exosquelette, il y a ça aussi, ça limite l'amplitude de tous les mouvements. Ça fait d'autres formes de TMS, ça fait d'autres formes de pathologie. Donc, bon, c'est à voir avec prudence. C'est quelque chose qui est en cours d'élaboration, qui est à l'essai. Euh, Ce n'est pas aujourd'hui ce qui va nous faire quitter la pénibilité de nos métiers. Voilà. Puis tant qu'il y aura, j'ose dire, cette surexploitation des employeurs, ben oui, on n'aura pas gagné beaucoup, parce que chaque fois qu'on va gagner au niveau levage, qu'on va gagner au niveau mécanisation, si on accélère les cadences, si on demande la productivité plus, ben, on perdra sur la santé des travailleurs. Et ça, faut que ça va être un combat quand il y aura cette vulgarisation, j'oserais dire, des squelettes. Voilà, on l'a vu, hein, ça a été le même cas avec l'informatique, euh, chaque fois qu'on a fait un progrès technique, de l'autre côté, on a demandé aux salariés une productivité plus forte, Tout à fait. et souvent même avec une qualité de travail moindre à l'arrivée, hein. Enfin, moi, je l'ai vu, et j'ai commencé en bureau d'études. Quand je suis arrivé, euh, les collègues étaient au calque et à lame rasoir et au stylo. Enfin, j'ai eu la chance, parce que quand j'ai vu qu'il y avait un ordinateur, j'ai dit, ouh, c'est intéressant ça. Donc, à l'époque, j'avais fait les premiers plans comment ça s'appelle, à la, à- on n'avait même pas de souris, c'était au pointeur, là. Oui, la table à dessin, enfin, Ouais, 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 ouais. ouais, tout à fait, c'était tablette. Et franchement, on a vu que plus ça allait, plus on nous demandait d'aller vite, mais à tel point qu'on a perdu bon, déjà, enfin, en qualité de travail, mais en qualité de sortie du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben oui, je me rappelle, on faisait un poste de transformation, il nous fallait presque une semaine pour le dessiner sur du calque. Aujourd'hui, un poste de transformation, si vous passez plus d'une journée dessus, c'est un scandale, quoi. Voilà. Mhm. Mais mais à l'époque, il y avait des détails, il y avait des trucs. Donc, les entreprises en ont profité, je voudrais dire, pour en même temps réduire la qualité du travail. Donc, augmenter le rythme des salariés et réduire la qualité du travail. Je trouve que, bon, là toujours, c'est plus de bénéfices pour elles, mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, parce que des fois, il y a des surprises. Mhm. Quand Est-ce on que, exécute un chantier. est-ce que vous avez des luttes pour la réduction du temps de travail? Alors, euh, alors, comment dire? Dans le TP, on a une annualisation du temps de travail. D'accord, ok. On est théoriquement avec des périodes hautes, des périodes basses, etc. Mhm. Euh, donc, lors des gros bris, il y a eu des négociations pratiquement dans toutes les entreprises. Et dans les TP, il y a eu cette annualisation euh, qui devrait théoriquement, il devrait y avoir théoriquement chaque année des consultations de tous les CSE pour définir des périodes hautes, des périodes basses, etc. C'est jamais fait. Mhm. C'est Mhm. jamais fait parce que les entreprises ne sont pas en capacité de le faire, hein. Donc, ça pose souvent des conflits dans les entreprises quand ils mettent les gens à zéro. Mhm. Donc, ça fait des périodes où les gens ne travaillent pas, mais d'un autre côté, ils vont leur demander de faire des semaines à 41 heures,
ça peut aller sur 12 semaines de suite. Mhm. Dans les entreprises où il y a ce genre de choses, c'est très, très compliqué parce qu'il y a aussi, il faut, enfin, alors, il y a aussi la difficulté des périodes d'été avec la canicule. Mhm. Mhm. Euh, Là aussi, ça rejoint un peu tout ce qui est pénibilité de nos métiers. Euh, lors des périodes de forte chaleur, hein, qui vont arriver de plus en plus souvent, Mhm. parce que bon, ça ne va pas s'améliorer dans les années à venir. Les employeurs ont trouvé comme seule solution à faire embaucher les salariés plus tôt, Mhm. ce qui est complètement loufoque parce que là aussi, euh, lorsqu'un salarié embauche très tôt le matin et débauche je veux dire, en début d'après-midi, ben, le soir, il va se coucher tard parce qu'en plus, c'est pas là qu'il fait très chaud. Donc, il va avoir un temps de récupération moindre. Euh, donc, s'il y a plusieurs journées, voire semaines de forte chaleur, de canicule, il y a une fatigue qui va s'accumuler. Et il faut savoir que dans les dernières périodes de canicule des précédentes années, on a eu 3 fois plus d'accidents de travail dans nos métiers les jours de canicule. Parce que travailler, quand il fait chaud, ça fatigue plus, ça a une perte d'attention, plus tous les problèmes cognitifs dus à la chaleur. Bon, enfin, quand on est sur la toiture euh, ou alors en train d'étendre de l'enrobé, à chaud, il faut s'imaginer ce que subissent les salariés. C'est très, très compliqué. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que les salariés devraient être mis en congé intempéries, Mhm. comme lorsqu'il pleut. Alors, lorsqu'il pleut, les employeurs le font facilement, je veux dire, sur les routes et dans les TP parce que bon, déjà, l'ouvrage qu'ils vont faire va avoir des problèmes, je veux dire, de réalisation. Mais quand il fait chaud, ben, à la limite, l'ouvrage, ben, on peut le faire, donc ben, il n'y aura pas de problème de conception, donc ben, ils n'arrêtent pas les salariés. Et ça, ouais, c'est grave, c'est grave. Nous, on dit qu'il faut que la caisse de congé intempéries prenne en compte. Alors, il y a eu une directive ministérielle qui est sortie l'année dernière et qui dit que dans le BTP, théoriquement, en cas de forte chaleur, la caisse de congé intempéries devrait prendre en compte. Sauf que dans les faits, ça ne se fait pas. Les employeurs résistent à ça, les caisses de congé intempéries résistent à ça pour ne pas appliquer cette directive, qui était pourtant, j'oserais dire, pour une fois, une directive ministérielle intelligente. Mhm. Ben, bon, c'est pas parce que c'était une de nos revendications, mais je veux dire, c'était la logique et un peu d'humanisme fait que oui, c'est nécessaire. Et bon, pour l'instant, il y a une résistance des employeurs là-dessus. Donc, ça va être encore un de nos combats de cet été de faire reconnaître en forte chaleur le fait que les salariés devraient être en congé intempéries. Bon, parce qu'il OK. faut savoir que la caisse de congé intempéries est bénéficiaire, mais que le reliquat est après Redistribuer. redistribué aux entreprises. Ah, Et d'accord. donc, notamment, en gros, ces entreprises. Voilà, Évidemment, c'est elles qui. qui savent demander le reliquat. D'accord, d'accord. Est-ce que tu vois d'autres éléments à partager? Bon, ça fait 1 heure et demie à peu près hein, Non, qu'on échange. on a à peu près tout, enfin, les gros points de notre travail, de nos revendications. Bon, après, on a d'autres, enfin, on est un peu comme tous les salariés de France et on se bat par rapport au salaire. Bon, alors, là aussi, on a des réunions. Nous, les négociations dans le bâtiment de travaux publics, elles se font au niveau paritaire. Si j'aurais un point après sur Formatique, quand même, qui Mhm. on a des négociations qui se font au niveau régional et paritaire euh, sur les salaires. Aujourd'hui, il faut savoir que je crois dans le bâtiment, le premier salaire est en dessous enfin, minima obligatoire est en dessous du SMIC. Donc, bon, les employeurs payent au SMIC, ils ont pas le choix. Mais Mhm. ça fait qu'on a une grille qui est en dessous du SMIC. Euh,
et que les dernières négociations n'ont abouti d'aucune signature d'aucun syndicat. Pourtant, on a des syndicats accompagnateurs qui signent beaucoup de choses. Mhm. Mais là, par rapport à l'inflation, etc., là, c'était ridicule. Donc, ils ont préféré ne pas signer. Nous, ça nous est arrivé de signer, bon, pas souvent, mais 2 fois. Mais quand ces augmentations, quand même, qui sont bien au-delà de l'inflation, parce il faut vraiment que nous, alors aussi, hein, c'est dans la reconnaissance de nos métiers, il faut vraiment il y ait une compensation salariale aussi enfin, qui soit reconnue, quoi, qui soit. Ouais, je voulais aussi vous parler de la problématique Keyor, là, parce aujourd'hui, l'entreprise Font-Marty a eu son CSE, Mhm. en constructeur de porte-fenêtres, hein, à Bazas. Euh, il a été annoncé que la seule entreprise qui s'était positionnée pour le rachat, qui est l'entreprise Centel, qui est une entreprise attachée à un fonds de placement qui s'appelle Château du Val. Centel, c'était une entreprise qui travaillait dans tout ce qui était véranda et fermeture extérieure. Mhm. Voulait se diversifier avec des fermetures intérieures, notamment donc acheter cette usine de porte intérieure au Fort-Marty à Bazas. C'est désisté. On risque d'avoir donc 170 familles sur Bazas qui se retrouvent un peu dans enfin, complètement démunis, puisque bon, retrouver du boulot sur Bazas, ça va pas être facile. Mhm. Euh, euh, L'actionnaire principal, c'était Keyork, et eux, ils ont vidé les caisses. Aujourd'hui, ils laissent tomber enfin, complètement l'entreprise. Le mandataire liquidateur attend le 28, le tribunal de commerce, grosso modo, pour annoncer que, ben, en fin de compte, il n'y a pas de repreneur et que l'entreprise doit être fermée. Nous, on va rencontrer enfin, on va rencontrer le 20, il va y avoir une réunion avec le conseil régional, le préfet, la mairie de Bazas et évidemment la CGT Interpro et notre fédération Mhm. à la mairie de Bazas pour voir ce qu'on peut essayer de faire. Mais là, aujourd'hui, l'urgence, c'est de gagner du temps. Je veux dire, de gagner du temps Mhm. pour Mhm. essayer de retrouver des repreneurs, ce qui déplaît au mandataire, puisque le mandataire, lui, ce qu'il veut, c'est, Tout de j'oserais dire, suite, ouais, bien sûr. perdre le moins d'argent possible, donc, ou en gagner le plus possible, Mhm. à Mhm. contrario, donc que la liquidation soit prononcée le plus vite possible. On va rencontrer aussi le ministère du Travail le 19. Donc voilà, on a un processus, mais aujourd'hui, on n'est pas dans une, chose à dire, situation très, très optimiste dans cette entreprise. Euh, Il faut savoir que le conseil régional avait donné il y a 1 an et demi ou 2 ans 450 000 euros à l'entreprise D'accord. Formarty sans demander aucune contrepartie, Mhm. Mhm. sans s'assurer que l'emploi, sans s'assurer rien du tout. Donc, cet argent est parti dilapidé comme plein d'autres à l'actionnaire principal. Mhm. Euh, il a été vendu aussi, enfin, ils ont vendu l'actionnaire des terrains qui appartenaient sur Bordeaux à Fort-Marty. Voilà, enfin, ils ont Ils tout, ont, tout ils ont... vidé. Ils ont Mhm. vidé toutes les caisses. Et aujourd'hui, on va se retrouver avec une problématique d'emploi sur le bas. Mhm. Mhm. Voilà, c'est terrible parce que on avait une entreprise qui s'appelait Grégoire aussi dans le 24 en Dordogne, qui fabriquait des portes et des fenêtres et qui a subi le même sort alors, de repreneur en repreneur jusqu'à la fermeture de l'entreprise. Là aussi, il y avait des aides publiques qui ont été ponctionnées au fur et à mesure sans contrepartie et avec une entreprise et un village qui s'est retrouvé ben, complètement démuni Sinistré. d'emploi et Mhm. sinistré. Euh, Donc, on est dans un secteur où il y a du boulot. Enfin, Fort-Marty, entre guillemets, avait son carnet de commandes plein, mais ne D'accord. pouvait,
Mais comme l'actionnaire avait vidé les caisses et il ne pouvait plus acheter la matière première et il Ok, ne pouvait plus payer les salaires, ils ont été obligés de se mettre en redressement judiciaire. Voilà. d'accord, On a au niveau de la construction aujourd'hui, c'est tout enfin, un secteur qui est quand même euh, assez dynamique, mais on a des actionnaires aujourd'hui qui sont capables des prédateurs, quoi. Oui, oui. de tuer Mhm, mhm. ce secteur. Et là, ça fait la deuxième grosse entreprise sur la région enfin, qui risque de fermer, hein. Enfin, c'est pas encore fait, mais bon, hein, qui est en danger grave, qui est en danger grave. Et bon, on a eu d'autres entreprises et on a Fenk, qui est à Angoulême, qui est une entreprise qui fabrique des meubles qui est aussi en difficulté, qui est reprise d'actionnaire en actionnaire, et chaque fois avec une réduction d'effectifs. Je pense que ça finira que ben, chaque fois, ben, l'actionnaire reprenant l'entreprise vide un peu plus les caisses et au bout, l'emploi n'est pas pérennisé, quoi. Et vous Donc, avez vous avez, comme j'ai vu que vous aviez interpellé effectivement le conseil régional, vous arrivez enfin, est-ce qu'ils prennent en compte ces réalités-là? Et comme c'est quand même dans leur prérogative, enfin, il y a une partie, il y a une compétence du conseil régional qui leur permet d'ailleurs de verser des aides à certaines entreprises. Il y a un moment donné, comment réagissent les élus sur l'obligation, enfin en tout cas, chercher à mettre en place des contraintes lorsqu'il y a utilisation d'argent public pour, en retour, je dirais, de ces aides, quoi. alors, le souci, c'est qu'on a été un peu alerté, enfin, Tardivement. après coup. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que chaque fois qu'il y a des aides, on s'aperçoit qu'elles sont fournies sans contrepartie. Mhm. On a une entreprise aussi dans la Creuse. Bon, alors là, c'est pas du tout le même type d'aide, qui a reçu des aides du conseil régional. Alors, c'est une entreprise qui fabrique je sais plus son nom, qui fabrique des panneaux isolants, Mhm. notamment pour tout ce qui est frigidaire, etc., font partie de la construction parce que c'est des panneaux qui servent à faire des cloisons de, au niveau réfrigéré de bâtiments. Et, euh, et donc, et donc et là aussi, sur un soi-disant développement, modernisation environnementale, qui ont reçu des aides du conseil régional, Mhm. alors que cette entreprise modernise, mais dans les pays de l'Est. D'accord, d'accord, Donc, d'accord. le conseil régional, via l'ADEME, a donné, un budget qui est parti dans les pays de l'Est pour une concurrence interne À à l'Europe. l'établissement de la Creuse, à l'établissement qui est dans la Creuse. D'accord, d'accord, Donc, d'accord. voilà un peu. Alors, j'ai entendu Bruno Le Maire qui était interpellé par Sophie Binet il y a pas longtemps, il y a un mois, et Mhm. qui, et qui disait oui, vous comprenez, on ne peut pas demander aux entreprises des contreparties lorsqu'on fait des aides, parce que si on demande des contreparties, elles vont se sentir, euh, elles vont se sentir plus très libres, donc elles ne viendront pas s'installer en France. Voilà la position de la Macronie. Mhm, mhm, mhm. Et connaissant Rousset, il n'est pas très loin de ces considérations-là. Voilà. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, on dilapide de l'argent public sans avoir un regard, j'oserais dire tout simplement citoyen, parce que ça, moi, pour moi, ça fait partie de la responsabilité de tout citoyen d'avoir un regard de ce qui est fait là, sur l'argent public. Tout à fait, tout à fait. Et quand nos élus dilapident de l'argent comme ça, moi, on a rencontré des personnes de la DRETS, la Marty, donc, qui nous disait on pourra peut-être remettre un peu d'argent de la revitalisation du territoire dans l'entreprise. Bon, l'idée est pas mal, c'est-à-dire que lorsqu'une entreprise ferme, il y a de l'argent qui est prévu pour Mhm, revitaliser le mhm. territoire. À Bazas, ça serait nécessaire. Mais disons que plutôt que revitaliser le territoire, il vaut mieux mettre cet argent pour garder l'emploi, Tout à qui est, fait, tout à fait. qui Mhm. est tout à fait honorable. Et là aussi, enfin, sans contrepartie, ça veut dire quoi?
tout à fait. Et il n'y a pas de possibilité de monter une scope ou et Alors effectivement, ça, alors pour ça, il y a la problématique, c'est que le tribunal de commerce n'a donné que statuer. Hmm. n'a donné que 3 mois à l'entreprise D'accord, en observation. Et je pense que pour monter une scope, il faut quand même un peu de temps. bien sûr. Hmm. Aujourd'hui, bon, là, les salariés ont eu un coup de massue aujourd'hui, hein, donc Oui, oui, oui. il va Mhm. falloir qu'ils essaient de remonter déjà psychologiquement et de voir s'ils veulent s'engager dans un tel processus. Mhm, mhm. Oui, Euh, parce que quand il y a un carnet de commandes qui est plein, je veux dire, tu n'es pas dans la même situation que dans une entreprise non, qui aurait perdu, je dirais, toute surtout que, visibilité. surtout que du coup, le secteur est en difficulté parce que bon, qu'il y avait un très très grand nombre de portes qui sortaient de cette usine-là, hein. Et Mhm, du coup, aujourd'hui, les autres usines et les concurrents ne sont pas capables de fournir les quantités demandées. Donc, ce qui fait qu'elles ont des carnets de commandes maintenant qui sont à plusieurs mois et que, enfin, du coup, ça a mis tout un tas de problématiques sur les fournitures. mhm. Bon, on va encore faire venir des portes Oui, d'ailleurs, quoi. d'ailleurs. Mhm, mhm. Voilà. Donc, Écoute, voilà, c'est aujourd'hui un peu notre actualité. On est un peu là-dessus au niveau de la construction mhm, mhm. en Nouvelle-Aquitaine, puisque bon, on peut pas laisser Bien sûr, euh, bien sûr. le tissu industriel autour du bois, parce que bon, on a tout un travail quand même sur la filière bois en Nouvelle-Aquitaine. Là aussi, je pourrais en discuter pendant 2 heures, mais on a tout un travail à faire sur la filière bois, et là, si on ne peut pas faire partir les industries du bois de la Nouvelle-Aquitaine, ça serait complètement fou, mais là, c'est ce qui est en train de se passer. Écoute, sur cet aspect-là, on peut peut-être se donner un rendez-vous ultérieur hein, dans l'année qui vient pour aborder, je dirais, la question des nouveaux matériaux dans la construction et de voir un petit peu les enjeux, et notamment de la filière bois ici en Aquitaine. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Ok, Denis, écoute, je te remercie beaucoup hein, pour tout ce que tu nous as Merci fait Dominique. partager. Et bah, je te souhaite une bonne soirée. Et puis je te dis, et on va suivre aussi hein, le conflit Font-Marty. Il est possible que je vois avec d'autres camarades dans le secteur, si tu veux, pour aussi les faire parler un petit peu de leur expérience et des enjeux un petit peu qui se posent. Et en espérant justement que les salariés vont rebondir et que ça nous permettra peut-être de continuer à travailler sur ce dossier. Mais nous, on leur a déjà proposé de les accompagner voilà, jusque là où ils voudraient aller. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, voilà, c'est à eux maintenant à voir comment ils vont mener le combat. Et bon, c'est- hélas, on ne peut qu'accompagner, on ne peut pas À la décider. place à leur place. Non, non, tout à fait. Mais oui, oui, ça va être compliqué. Je pense qu'il va falloir qu'ils essaient de rebondir très vite parce que, bon, Hmm. après, tout n'est pas terminé si on arrive à avoir du temps supplémentaire. Mais aujourd'hui, j'ai bien peur que les mandataires veulent vite clôturer le dossier. Ouais, j'imagine. Écoute, on a des expériences, y compris dans le département, comme la papeterie de Bègle, où on a eu un chantier là d'expérimentation avec une prise en charge par les salariés de leur combat. Je pense il y a des pistes justement pour qu'à l'avenir, on arrive à rebondir plus rapidement. Il faut surtout redonner confiance aux salariés dans leur capacité à faire. Ça, c'est notre rôle, c'est le rôle de la CGT, c'est le rôle des militants. J'espère qu'on y parviendra. Surtout qu'on a, enfin, on a un réseau de connaissances, enfin, notamment avec le travail qui a été fait par la CGT autour de la filière bois. Tout à fait. Hmm. On a des possibilités qui pourraient être faites pour si les salariés voulaient reprendre un peu leur outil de production en main, je pense qu'on pourrait les aider. Euh, bon, voilà, maintenant c'est à eux à voir. Tout à fait. Merci Denis. Et bien, écoute, je te Merci, souhaite une bonne soirée, puis je te dis à bientôt. bonsoir. Je t'envoie très vite le lien, effectivement, et tu pourras éventuellement partager l'échange qu'on a eu. Pas de souci. Allez, bonne soirée. Bonne soirée.